Hello les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce dont vous avez besoin de savoir avant de vous lancer dans une carrière d'architecte. Généralement, lorsqu'on est encore étudiant en architecture ou alors on n'est même pas du tout dans une école, on a une vision assez erronée du métier de l'architecte. Alors dans cette vidéo, je vais te partager un certain nombre de points qui vont te permettre de voir beaucoup plus clair sur ce que fait l'architecte en fait, sur tout ce qui concerne la carrière d'architecte. Es-tu prêt? Mais avant, si tu ne me connais pas, moi je suis Martin Sugabamouri, je suis architecte, je suis l'animateur de cette page, je suis agréé à l'Ordre national des architectes du Cameroun, je réponds au numéro 610. Alors, après le générique, je vais te donner en détail les points dont tu attends précisément. Le premier point qu'on va aborder, c'est la taille ou l'échelle du projet. Généralement, lorsqu'on est en études d'architecture, on fait des projets de petite taille et qu'on remet régulièrement, peut-être chaque semaine. Moi, je me rappelle quand j'étais en études d'architecture, il y avait des moments où par semaine, on avait 3 projets à rendre. Quand j'y pense, c'était vraiment très fort. On faisait tellement de charrettes, mais sauf que là, les projets étaient de petite taille et en de courte durée. Donc, on travaillait de façon intense, mais c'était des petits projets. Mais dans la vie réelle, dans la carrière d'architecte, généralement, les projets peuvent s'étendre sur des années. Parfois, en un an, on peut être en train de travailler même sur une phase d'un projet. Ouais. Ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup d'aspects qu'on gère lorsqu'il s'agit des projets dans la vie réelle. Généralement, en études d'architecture, on se concentre plus sur le design, on se concentre sur la fonctionnalité. Bref, c'est justement sur ces points qu'on travaille, c'est uniquement là-dessus. Mais lorsqu'on est dans la vie réelle, il faudrait travailler sur tous les aspects du projet parce que là, on va construire. Il faudrait faire tout ce qu'on fait à l'école, mais là, de façon beaucoup plus précise. Il faut toucher tous les points de façon concrète parce qu'on va aller réaliser, ne l'oubliez pas. Mais là, il faut encore ajouter des points tels que les dossiers de permis de construire, oui, qui sont plus des documents administratifs, ce qu'on ne touche pas beaucoup à l'école. En plus de cela, il faudrait également toucher les dossiers d'exécution, parce qu'à l'école, on ne fait pas ça. Vous voyez que ça fait en sorte que lorsqu'on est dans la vie réelle, dans la carrière d'architecte, notamment en ce qui concerne la taille du projet, vous pouvez passer des jours et des jours, des semaines et des semaines en train de travailler sur un seul point, un unique point. Or, généralement, à l'école, on ne fait pas. On touche un projet après un autre et rapidement, ça va très vite parce qu'on touche les projets de façon juste sommaire. On ne va pas en profondeur. Et les projets d'école, comme je l'ai dit, généralement, ce sont des petits projets, sauf par exemple le projet de fin d'études qui est parfois un projet d'une certaine taille. Mais ne l'oubliez pas, on reste juste en surface. C'est juste l'idée qu'on présente. Imaginez-vous lorsqu'il va falloir réaliser ce projet dans la vie réelle. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, juste pour les études. Donc, ça, c'est une différence très majeure. Nous avons également l'aspect de la complexité du projet qui est vraiment à prendre en compte. Parce que dans les études d'architecture, généralement, les projets ne sont pas assez complexes. C'est vrai, il y a généralement la complexité en termes de conception, mais dans la vie réelle, la complexité est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que lorsque vous construisez dans la vie réelle, vous devez vous mettre à jour pour pouvoir gérer toutes les contraintes qu'on peut trouver lors de la construction. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui rendent les choses assez complexes. Vous devez vous mettre à jour, notamment sur le point de vue de la technologie. Vous devez vous mettre à jour sur les nouveaux matériaux. Parce que, comme vous savez, la construction, c'est un domaine qui avance énormément. Donc, vous devez savoir qu'est-ce qui est à jour, qu'est-ce qui ne se fait plus, qu'est-ce qui se fait, gérer les différentes normes. Et en plus de cela, également, vous devez aussi beaucoup travailler en termes de coordination. Ça, c'est l'un des points majeurs dans la complexité des projets dans la vie réelle. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez plus seul dans la vie réelle, vous travaillez avec d'autres professionnels. Contrairement à l'école, on se contente beaucoup plus de travailler sur ce qui concerne le domaine de l'architecte. Oui, même comme on ne va pas toujours en profondeur. Mais dans la vie réelle, vous avez des différents ingénieurs, bref, d'autres corps de métier avec lesquels vous travaillerez. Vous avez par exemple l'ingénieur de génie civil, option structure, qui va faire son calcul de structure et vous devez coordonner avec lui. Il y a également l'ingénieur fluide qui va venir faire dimensionner sa plomberie et penser tout le système. Vous voyez, ne serait-ce que ces deux-là, lorsque vous travaillez en tant qu'architecte, vous devez les coordonner, se rassurer en fait qu'il n'y a pas de clash. Parce que parfois, vous avez par exemple certaines tuyauteries d'électricité, des gaines d'électricité qui se rencontrent avec des gaines de plomberie. Vous, en tant qu'architecte, vous devez être cet arbitre-là qui t'a coordonné et en même temps aussi vous rassurer que votre design passe également dans
toute cette coordination-là, vous voyez que c'est pas facile dans la vie réelle. Il y a vraiment une certaine complexité qu'on ne retrouve pas beaucoup à l'école. Dans la vie réelle, dans la pratique du métier d'architecte, il y a également les contraintes du projet qui est un aspect majeur qu'on n'a pas tellement à l'école en fait. On les a, mais pas de façon prononcée. Pourquoi? Parce qu'à l'école, finalement, quand on vous donne un projet, on va vous donner la taille du projet, bref, la taille du site, voilà, la superficie, longueur, largeur, bref, même si c'est une forme un peu compliquée, trapézoïdale, etc. On va par exemple vous donner la ville dans laquelle elle se trouve, c'est tout. Mais vous n'avez pas de clients. Parfois même, on vous donne un terrain sans pente et tout ça, bref. On vous donne juste un projet d'exercice, ce qui est bien déjà à l'école parce que là, c'est les véritables bases. Si tu n'as pas fait ces exercices à l'école, je vois pas comment ou par quelle magie est-ce que lorsque tu vas arriver dans la carrière d'architecte, tu vas pouvoir t'en sortir. Et dans la carrière d'architecte, je vous assure, c'est beaucoup plus brutal. Pourquoi? Parce que vous avez non seulement un terrain, parfois là, on vient même avec des différentes courbes de niveau. Si vous n'avez pas de courbe de niveau lorsque vous concevez, c'est grave. Pourquoi? Parce que dans l'implantation, ça sera difficile pour vous de pouvoir implanter. C'est effectivement, donc vous allez devoir concevoir parfois plusieurs fois. C'est déjà arrivé au cabinet, on a déjà eu ces cas et généralement, je vous assure, c'est très dégueulasse. Donc, du coup, pour éviter ça, c'est mieux de travailler avec non seulement la superficie du terrain, mais aussi avec les courbes de niveau parfois réelles. C'est très important pour des projets, c'est important. Donc, lorsqu'on est à l'école, ces informations-là ne sont pas forcément toujours là. Voilà. Mais en plus de cela aussi, le critère principal, c'est le client. Le client en architecture, effectivement, c'est quelque chose de très fort. C'est la véritable contrainte même. Pourquoi? Parce que le client, c'est pas un objet, c'est quelqu'un qui a des émotions, qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui a des désirs. Lorsqu'il vient vers vous, il a parfois des désirs que vous n'imaginez même pas. Et donc, du coup, la véritable contrainte, c'est de satisfaire ses désirs. Parce que là, ce n'est pas juste un programme qui va vous donner. Parfois, il le modifie même. Il le modifie parfois en fonction du budget, qui est aussi une des grosses contraintes. Ce qu'on n'a pas toujours à l'école. Parce que le budget va vous imposer de choisir le standing. Quand je parle de standing, je parle beaucoup plus du type de matériau. Parce que le matériau, c'est quelque chose qui impacte de façon effroyable. Que ce soit le matériau de construction, même que ce soit même le matériau de finition, encore là, c'est autre chose. Le budget de votre client va vous permettre de pouvoir vous décider là-dessus. Et c'est là vraiment l'une des grosses contraintes. Donc, il y a le client lui-même qui est une grosse contrainte. Il y a également le budget qui est une grosse contrainte, sans parler du terrain superficiel que vous connaissez déjà, beaucoup plus à l'école. Donc, dans la vie réelle, vous assure, ça ne joue pas parce que vous devrez réfléchir tellement de fois, vous devez réfléchir énormément pour pouvoir trouver la solution adéquate en fonction du budget du client et tout cela, excepté si votre client est milliardaire. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Dans la carrière d'architecte, parfois, on est obligé de faire recours à la spécialisation. La spécialisation, c'est beaucoup plus sur deux axes. Premièrement, il y a l'axe de spécialisation en termes de type de bâtiment parce que vous savez, vu que l'architecture évolue de jour en jour et les besoins sont différents, parfois, on se spécialise dans les logements. Peut-être, ça vient pas au hasard, hein. Généralement, tu peux te rendre compte que les clients qui te viennent beaucoup plus sont des clients qui viennent pour des logements, que ce soit des villas, que ce soit des hôtels, que ce soit des meublés, bref. Et là, ça fait en sorte que tu développes cette aptitude-là, cette habilité-là. Et comme vous savez, les logements, c'est différent des bâtiments, par exemple, administratifs, c'est différent des salles de spectacle, des aéroports. Et donc, du coup, vu que ces projets sont très différents, comme je l'ai déjà dit, vous verrez que parfois les architectes se spécialisent parce que quitter, par exemple, du logement et tomber dans un projet de salle de spectacle, surtout un projet d'envergure, c'est pas toujours évident. Alors que lorsque vous avez déjà spécialisé votre boîte ou alors vous êtes spécialisé dans ces axes-là, c'est beaucoup plus facile pour vous. Et surtout, il faut noter que faire des projets de grande taille seul, c'est très complexe. Ouais, je le précise bien. Lorsque on gagne des petites villas, généralement, on le fait seul. Pourquoi? Parce que plus le projet est petit, plus c'est facile de gérer toutes les tâches. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, faire un projet, c'est pas juste la conception des plans. Il y a beaucoup d'autres aspects. Vous devez gérer les dossiers d'exécution, vous devez gérer les documents administratifs. Et donc, du coup, pour un petit projet, c'est facile de faire tout seul. Mais pour des grands projets, vous devez donc travailler avec des gens. C'est la raison pour laquelle il y a un deuxième type de spécialisation aussi qui intervient. C'est-à-dire la spécialisation en termes de tâches. Il y a certains qui vont se spécialiser notamment sur la conception des plans qui seront très bons là-dessus. Il y a certains dont on aura besoin pour faire le design 3D. Dans les cabinets, on spécialise parfois comme ceci. Et il y a également ceux qui seront très bons pour l'édition d'exécution. Il y a ceux qui seront également très bons même pour faire les plannings de suivi des chantiers.
Il y a ceux qui seront très bons pour gérer les documents administratifs parce que là, c'est tout un autre cas des procédures administratives. Donc, vous voyez, des gens se spécialisent comme ça dans ce sens-là. Mais retenez qu'il y a généralement deux types de spécialisation. Il y a la spécialisation en termes de type de projet. Il y a des cabinets qui sont spécialisés seulement, par exemple, pour des projets d'aéroport, des grands cabinets. Ça, je précise bien. C'est pas des petites agences qui vont faire ça, mais généralement des grandes agences. Ce sont ceux qui ont fait un grand chemin et qui se sont spécialisés là parce que les projets de cette taille ont commencé à arriver du coup dans leur cabinet. Après des références, après une première référence, on confie un autre projet et puis il se retrouve à 5, 6, 7 références en aéroport. Vous voyez, c'est très grand. Mais il y a également la spécialisation en termes de tâches spécifiques parce que comme je vous l'ai dit, pour des grands projets, il faut plusieurs personnes qui font des tâches bien spécifiques. Pour parler de la carrière en elle-même en tant qu'architecte, il faut noter que vous avez généralement deux options qui s'offrent devant vous. Vous avez l'option de travailler en agence, ce qui est assez classique. C'est la possibilité de choisir de travailler en freelance. J'ai fait une vidéo où je parle de façon détaillée dessus. Je te recommande de cliquer sur le lien. Mais de façon générale, lorsqu'on travaille en agence, il y a le fait que vous avez la possibilité de travailler sur de grands projets, des projets assez variés. Pourquoi? Parce que l'agence déjà a fait son chemin. L'agence a fait un certain parcours qui fait en sorte qu'elle a un bon carnet d'adresses et naturellement de projets assez intéressants. Mais contrairement aux freelancers, lorsque vous décidez de travailler en freelance, parfois c'est difficile de tomber sur des projets assez variés. Ça fait en sorte qu'au départ, contrairement à celui qui a choisi l'agence où vous allez travailler parfois, même sur les toilettes, vous allez travailler parfois sur des petites villas. Bref, c'est beaucoup plus ce genre de projet que vous toucherez, contrairement à celui qui travaille en agence. Et aussi, une autre différence, c'est que celui qui est en freelance aura tout son temps, c'est lui qui va manager tout. Et comme on a dit, s'il touche des petits projets, comme c'est généralement le cas, il aura la possibilité de tout faire en fait. C'est lui qui va faire tous les plans, tout le design, c'est lui qui va gérer en fait tout. Il va également communiquer avec le client, chose que vous n'avez pas parfois lorsque vous travaillez, ou alors régulièrement même lorsque vous travaillez en agence, parce que l'agence est déjà très constituée. Si on vous a même spécialisé dans un certain axe, vous pouvez travailler pendant des années et vous êtes uniquement parfois, par exemple, sur les plans. Il y a certains qui travaillent en agence, qui sont uniquement sur les 3D, sur les rendus. Mais par contre, lorsque vous travaillez en freelance, vous pouvez parfois facilement gérer tous les aspects du projet en fait. En tout cas, je vous en dis pas plus, je vous ai déjà recommandé le lien. Parlant de l'agrément, il faut noter que ça dépend du pays auquel vous appartenez ou alors du pays dans lequel vous exercez. Moi, je suis camerounais. Et pour intégrer l'Ordre national des architectes du Cameroun, généralement, c'est 2 ans de stage, en fait. Et pendant ces 2 ans de stage, il y a un certain nombre de projets que vous devez faire, en fait. Vous devez travailler sur différents types de projets. C'est vrai qu'il n'y a pas une liste de types de projets exacts sur lesquels vous devez travailler, mais du moins, il faudrait que vous fassiez un stage et il faudrait que vous ayez un maître de stage, généralement, qui doit avoir au moins 10 ans d'expérience, alors 10 ans inscrits à l'ordre. C'est en fait ça qu'on appelle généralement les architectes seniors. Et pendant ce temps, vous devez rédiger un certain rapport chronologique, non seulement un rapport de stage, mais aussi un rapport journalier dans lequel vous devez mentionner les différentes tâches que vous effectuez. Et après, l'Ordre national des architectes lance l'enrôlement et quelques temps après, vous voilà inscrit à l'Ordre national des architectes. En réalité, être inscrit à l'Ordre national des architectes, c'est une certaine couverture qui est très, très, très importante qu'on ne peut pas négliger. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes à l'Ordre national des architectes de votre pays, vous êtes automatiquement, vous pouvez vous présenter partout où vous arrivez en tant qu'architecte. Pourquoi? Parce que l'institut principal d'architecture de votre pays vous reconnaît et ça vous donne une certaine crédibilité. Donc, du coup, je vous recommande de le faire. Pourquoi aussi? Parce que vous pourrez signer naturellement les projets, que vous soyez en agence ou alors en freelance. Dans certaines agences, on donne la possibilité à certains architectes qui sont à l'ordre de signer les documents, ce qui vous donne une plus-value, ça vous donne une valeur quand même ajoutée, l'argent, les finances, la rémunération. En fait, en tant qu'architecte, le côté financier, c'est pas très évident lorsqu'on commence une carrière d'architecture. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, on ne maîtrise pas grand-chose et donc du coup, il faut apprendre pendant qu'on est en agence. Que lorsque vous êtes en école d'architecture, généralement, vous n'avez pas tous les outils qu'on vous donne pendant ce temps d'études-là pour être assez efficace sur le terrain. Donc du coup, vous devez arriver en agence, commencer avec ce qu'on vous donne. C'est vrai que c'est possible de développer au maximum ses compétences pendant qu'on est à l'école. Ça, il faudra le faire en parallèle, maximiser les stages et tout. Mais de façon générale,
lorsqu'on sort de l'école, c'est le moment de se perfectionner, d'apprendre au maximum le métier et de grandir en valeur. Et lorsque vous avez grandi en valeur, parfois même l'agence dans laquelle vous êtes peut reconnaître votre valeur et augmenter vos entrées. Ou alors, vous pouvez décider de vous lancer quelques années plus tard à votre propre compte. Vous devez apprendre naturellement là d'autres compétences parce que la maîtrise de l'architecture seule ne va pas vous aider à gagner en rémunération ou alors gagner sur le point de vue financier. Vous devez apprendre comment négocier par exemple avec un client. Vous devez apprendre la gestion de projet. Il y a plein de choses que vous devez apprendre pour pouvoir augmenter votre valeur parce que c'est ça que vous allez vendre pour pouvoir gagner de l'argent. En fait, c'est difficile de donner un prix standard. Ne vous attendez véritablement pas à ça, que je vous donne un prix standard sur ce que l'architecte peut gagner. Mais c'est possible de se faire pas mal d'argent dans ce métier à condition que vous soyez très éveillé, que vous développez le maximum de compétences et avec un peu de grâce, bien sûr. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous prie de liker, de commenter, de partager et on se dit à plus à une prochaine vidéo. Zougla.